Sur la réglementation. Normalement, la conférence d'après, c'est à 11h30. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Je le prends tranquillement, Voilà. mais sûrement, quand même. Voilà. Même si ça fait une pause, c'est pas très grave. C'est là qu'on avance, ouais, c'est ça? Ok. Bonjour à tous, donc Gisèle Larieux, je travaille à l'Institut national de l'origine de la qualité et je vais essayer de compléter la présentation de la réglementation, mais plus sur le côté INAO et évolution de la réglementation actuelle, les discussions qui sont en cours. Donc avant de présenter la réglementation, peut-être représenter dans quel cadre elle évolue. C'est le Comité national de l'agriculture biologique, qui est l'instance de concertation et l'instance décisionnelle de l'INAO. Et par qui elle est composée? Cette instance est composée de membres professionnels, d'experts et de membres de l'administration, qui vont discuter de différents sujets au sein de l'agriculture biologique. Donc l'importance, c'est de voir que ce sont les professionnels qui siègent donc au Comité national de l'agriculture biologique. Ce comité national d'agriculture biologique, les membres sont nommés par le ministre et donc nous connaîtrons en 2017 le renouvellement de l'ensemble des membres puisque le précédent mandat se termine dans les prochains jours. Donc le président est Claude Monnier, je ne sais pas s'il sera reconduit ou pas. Et ancien président de l'agence bio, dit M. Péréol. Donc ce comité national se réunit 3 fois par an environ et en son sein a désigné une commission permanente qui est une commission un peu plus allégée pour prendre des décisions plus rapidement, mais surtout des commissions nationales donc, qui sont composées de membres du CNAB mais qui s'entourent également éventuellement d'experts externes pour discuter des différentes thématiques. Donc on a une commission nationale sur la réglementation, sur les intrants, sur les semences, sur les vins bio et sur l'aquaculture. Donc ces commissions se réunissent lorsqu'il y a une nécessité de faire évoluer ou qu'il y a des discussions sur différents sujets. Donc on le verra pour la vigne, on peut retrouver, il y a une commission spécifique vin bio, mais on peut retrouver des débats dans d'autres instances telles que la réglementation, les intrants ou les semences. On le verra notamment. Quel est le rôle du Comité national de l'INAO? Donc, c'est de suivre les évolutions de la réglementation européenne. Donc, tous les débats qui ont eu lieu, comme vous l'a dit Julien Viaud, sur la réglementation, enfin le nouveau règlement qui est en cours. L'État français, bien sûr, a fait des propositions, fait remonter des propositions, mais les propositions émanent au départ du Comité national de l'agriculture biologique, donc qui regroupe l'ensemble des professionnels, qui remontent via le ministère de l'Agriculture et ensuite vers la Commission européenne, ou l'État français. C'est aussi de proposer des évolutions sur la réglementation en cours. Donc on le verra un petit peu plus sur le cas spécifique de la vigne ultérieurement, ou aussi de proposer des réglementations françaises, puisqu'on peut avoir des cahiers des charges français qui sont venus compléter la réglementation européenne lorsque ce n'est pas réglementé au niveau européen, dans le règlement bio, dans le 834 ou 889. La France a la possibilité de proposer des cahiers des charges français. Donc on va avoir des cahiers des charges français sur la restauration collective, c'est un cahier des charges français. On l'a également sur des productions telles que les lapins, les autruches, c'est des cahiers des charges français qui ont été proposés puisqu'il n'y a pas de réglementation européenne. Par contre, lorsqu'il y a une réglementation européenne, lorsque c'est prévu dans les 2 règlements cadres européens, la France ne peut pas proposer de dispositions françaises, spécifiques françaises. Après, c'est des compléments cahiers des charges français privés. Le Comité national d'agriculture biologique a aussi pour rôle de suivre les évolutions des disponibilités de semences. Et à ce titre-là, on verra qu'il a mis en place une base spécifique.
Et puis le rôle peut-être primordial aujourd'hui sur le comité national, enfin primordial, celui sur lequel ça réagit régulièrement, c'est d'interpréter le règlement chaque fois que cela est nécessaire pour apporter un éclairage par rapport pour les producteurs, mais également pour les organismes certificateurs, pour un maximum d'harmonisation de l'application du règlement. Je pense que vous le connaissez tous, vous l'avez regardé, le règlement est très épais et l'interprétation, on est sur des textes juridiques et l'interprétation, il y a toujours matière à l'interprétation. Donc la France a décidé de mettre en place un guide de lecture qui permet de clarifier les différents points, et c'est le CNAB qui le propose. Donc c'est le travail, donc les principaux outils de travail que l'on peut trouver en complément des règlements. Donc le guide de lecture, comme je viens d'en parler, avec une mise à jour pratiquement trimestrielle et qui concerne pratiquement tous les articles du règlement. Le CNAB fait également des propositions, donc c'est la commission Intrant qui a été à l'œuvre là-dessus. C'est le guide des produits de protection des cultures utilisables en France. Donc il vient d'être refondu totalement et mis en ligne, que ce soit sur le site de l'INAO ou sur le site de l'ITAB, le mois de décembre, je crois que c'était. Donc on vous invite éventuellement, si vous avez des questions sur les intrants en protection des cultures, d'aller consulter ce guide qui vous renverra de toute façon vers la plateforme IFI, mais qui vous permet aujourd'hui, par le nom commercial, par la molécule, par les usages, de retrouver quels sont les produits qui pourraient être utilisés en agriculture biologique. Donc ce guide est également amené à vivre et il est régulièrement remis à jour, donc trimestriellement au moins, il y a une nouvelle publication, que ce soit pour la sortie des produits ou pour en introduire de nouveaux ou pour en éliminer. Donc je vous le disais, les cahiers des charges nationaux, un guide d'étiquetage également qui a été mis en place avec le ministère et l'agence bio, où chacun se répartit aussi le rôle sur la protection de l'utilisation du cycle d'agriculture biologique. Et puis un site pour les semences biologiques, puisqu'aujourd'hui il y a une nécessité de pas mal de dérogations, et donc pour trouver quelles sont les semences biologiques qui sont disponibles sur le marché, une plateforme a été mise en place et permet à chaque producteur d'aller demander les dérogations via cette plateforme. Donc à tout moment, vous avez la possibilité, en tant que professionnel, de pouvoir faire remonter des questions vers l'INAO, vers votre profession, sur des problématiques d'interprétation de la réglementation ou autre. Et tout ça sera relayé auprès du CNAB pour être expertisé et voir ce qu'il est possible de faire. Un focus sur une des missions de l'INAO et qui nous paraissait intéressante de présenter aujourd'hui à Millésime Bio, c'est de faire un point sur les dérogations. Ça a été évoqué dans le règlement à venir, il était envisagé de les supprimer totalement. Bon, apparemment, c'est statu quo désormais et ça devrait rester quand même possible. Ça a été aussi évoqué, le problème de la mixité. Et l'INAO, au fur et à mesure on a repris la gestion de l'agriculture biologique en 2008 et petit à petit, on a pris en charge donc la gestion des dérogations. Et via aussi la pression de la Commission européenne de restreindre au maximum ces dérogations, l'INAO est en train de réfléchir de plus en plus aux motifs d'acceptation ou pas de ces dérogations. Donc pour rappel, une dérogation, ça doit être, c'est une situation exceptionnelle, c'est exprimé ainsi dans le règlement, et qui doit rester limitée au minimum dans le temps, mais également dans la gestion, dans le nombre que l'on peut en accorder. Donc on ne doit pas déroger au texte, c'est vraiment dans des cas particuliers, et pour des exploitations soumises à des contraintes, donc climatiques, géographiques ou structurelles. Donc les formulaires sont en accès libre sur le site de l'INAO ou auprès de vos organismes certificateurs qui relaient aussi les demandes.
Et nous avons un projet de pouvoir développer une interface permettant la saisie en ligne pour justement gérer au plus rapidement possible ces dérogations. Donc les dérogations sont gérées en délégation territoriale. Donc moi qui suis basée sur Avignon, je suis amenée à gérer les dérogations qui sont sur la délégation territoriale sud-est à l'INAO. Pour un visuel du nombre de dérogations depuis 5 ans traitées par l'INAO, alors on voit qu'il y a une évolution qui est assez conséquente, mais en vert, vous avez tout ce qui est achat de fourrage conventionnel dans le cas de problématiques de sécheresse. Donc on a eu des années très marquées par la sécheresse, donc 2011 notamment, et avec un débordement sur début de l'année 2012, puisque le printemps 2012 était relativement sec, et en 2015 aussi, où on a eu quelques demandes. Mais sinon, on a aussi l'effet attache qui donne l'impression d'avoir beaucoup de dérogations. Mais c'est pareil, donc l'attache des bovins était en dérogation avec une réglementation spécifique qui vient de changer. Donc désormais, ils doivent nous demander une dérogation. Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus depuis 2014. Et puis celles qui vont nous intéresser particulièrement, ça va être plutôt celles qui sont en bleu, qui sont en haut. Donc c'est la mixité sur les productions végétales. Et puis il y en a une deuxième, mais qu'on ne voit pratiquement pas. Elle y est qu'en 2011 et 2012, mais on ne l'aperçoit même pas. C'est en production viticole, donc l'utilisation d'anhydride sulfureux au-delà des doses autorisées aujourd'hui par la réglementation. Donc si je reviens sur les dérogations en mixité, on n'a pas que le viticole là. Là j'ai mis toutes les dérogations intervenues au niveau national. Et on pourra remarquer, avec la progression du nombre d'opérateurs en agriculture biologique, une augmentation des dérogations, et notamment avec la production de la vinification biologique en 2012, un développement aussi des opérateurs qui nous ont demandé des dérogations dans le secteur viticole. Donc on a une progression du demande de dérogation dans le secteur viticole. Donc cette dérogation, donc je l'ai dit, 2 dérogations applicables à la viticulture, les productions parallèles de plantes pérennes, donc la mixité, et l'utilisation d'anhydride sulfureux. Donc anhydride sulfureux, je passerai rapidement puisqu'il y en avait 4 je crois en 2011 et 2 en 2012, et puis depuis on n'en a plus. Production parallèle de plantes pérennes, donc pour rappel, la structure juridique qui est prise en compte pour autoriser les dérogations, c'est l'exploitation par un numéro SIRET. Donc si une exploitation a 2 sites de production distants de quelques dizaines de kilomètres, mais que c'est une même structure juridique, il ne sera pas, il est soumis à la demande de dérogation, mixité. Par contre, si c'est 2 numéros SIRET distincts, donc 2 structures juridiques différentes, on n'a pas besoin, on n'est plus en mixité, les 2 entités sont indépendantes. On va apprécier la dérogation au niveau de la culture et non du produit qui va être uniquement du produit qui va être issu de ces cultures. C'est-à-dire qu'on va prendre la plante depuis le début pour demander la dérogation. Donc si on est, même si à l'issue de la production, alors en viticole c'est pas, ça s'explicite pas trop, mais si on prend l'exemple du cassis, où on peut avoir une production de cassis bourgeon, une production de cassis fruits, on va regarder la plante depuis l'implantation de la culture pour dire si on est en mixité ou pas, si les plantes sont différenciables ou pas. Et on ne va pas regarder uniquement que l'un va produire un fruit, l'autre va produire du bourgeon, et donc on pourrait dire qu'on n'est pas sur les mêmes productions. Donc c'est bien l'appréciation au niveau de la culture. Concernant les conditions d'octroi, jusqu'à présent, on avait eu une interprétation peut-être un peu plus laxiste de la dérogation, et là on est en train de resserrer un petit peu l'interprétation, afin aussi d'avoir une certaine cohérence et harmonisation entre les différents opérateurs, et une cohérence au niveau des producteurs, qui ne demandent pas de dérogation et qui s'engagent vraiment dans la bio.
Donc dans le cas de la mixité, il faut élaborer un plan de conversion, donc limité à 5 ans. Et désormais, on demande que ce plan de conversion soit progressif dans le temps. On ne va pas obligatoirement demander que chaque année, il y ait une partie du vignoble qui soit convertie, mais qu'au moins toutes les 2 années ou des choses comme ça, on ait une partie en conversion. Parce qu'on se retrouvait avec des cas qui demandaient la dérogation. Donc on convertissait un hectare en bio, et puis les 10 ou 15 hectares qui leur restaient à convertir à côté, ils demandaient que ça soit fait dans la 5e année. Donc ça, le règlement est quand même assez clair. Il dit que le plan de conversion doit débuter dans les meilleurs et ne doit pas dépasser 5 ans. Donc désormais, l'interprétation qui en est faite au sein de l'INAO, c'est de demander que le plan soit progressif et que ça soit échelonné dans le temps. Il a été également demandé, donc on est sur un plan de conversion progressif et on n'est pas sur de la déconversion ou et aussi qu'on est bien sur des problématiques de règles structurelles qui posent problème, sur des contraintes structurelles. On avait de plus en plus de demandes pour des plantations et du désherbage chimique, et donc une demande de dérogation de 5 ans pour intégrer ensuite le bio au bout des 5 ans. On n'est pas sur une contrainte structurelle dans le cadre du désherbage. Certes, il faut faire du désherbage manuel. Je comprends que ça a énormément de contraintes de main-d'œuvre, ça a été évoqué, c'est vraiment une problématique. Mais désormais, ça sera problématique pour avoir un plan de conversion alors que c'est du désherbage qui est demandé. Voilà ce qu'on peut dire sur les dérogations aujourd'hui traitées en viticulture. Maintenant, je vais faire un focus plutôt donc, sur les travaux de la commission vin bio, donc qui est vraiment spécifique et quelles sont les discussions qui sont en cours aujourd'hui au sein de cette commission. La question a été déjà évoquée dans la salle tout à l'heure, c'est tout ce qui est pratique œnologique. Donc pour rappel, les pratiques œnologiques qui sont autorisées aujourd'hui dans le règlement 889-2008 et comme ça a été dit, qui sont en annexe du règlement 889-2008, sont limitées aux pratiques qui étaient autorisées avant le 1er août 2010. Donc toute évolution qui a été connue avant le 1er août 2010, et notamment par le règlement 669, je crois, 2008, toutes les pratiques œnologiques qui évoluent et qui sont adoptées par l'OIV et des choses comme ça, ne sont pas aujourd'hui autorisées en agriculture biologique. Donc la commission bio a mis en place en son sein un groupe de réflexion pour vraiment développer, expérimenter sur des pratiques qui pourraient être vraiment intéressantes en agriculture biologique et avoir les arguments techniques pour demander une évolution du règlement. Donc peut-être que la désalcoolisation par méthode physique fera peut-être partie l'objet un jour d'expérimentation pour voir s'il est possible de le faire évoluer, si le Comité national de l'agriculture biologique considère que c'est une pratique qui est respectueuse de l'agriculture biologique. Donc je l'ai remis là pour le cursus, mais bon, la commission vin bio est force de proposition après le Comité national de l'agriculture biologique, le ministère et la Commission européenne pour une évolution du règlement. Autre thématique qui est en cours de discussion et qui pose beaucoup de questions au sein de la commission vin bio, c'est d'arriver à produire des levures 100% biologiques. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le problème les process qui sont utilisés, ce que le règlement autorise en production de levure, en fabrication de levure, ne permettent pas d'avoir une production 100% bio. Donc la commission vin bio s'est rapprochée de tout ce qui était la production de pain, des panificateurs,
puisque c'est eux quand même le plus gros marché en levure. Donc, et il y a eu un rapprochement avec les fabricants de levure, donc les panificateurs, pour essayer d'initier un travail en commun de recherche et essayer de trouver des solutions, là aussi pour être force de proposition pour faire évoluer la réglementation. Dans cette entente, toutefois, la commission vin bio a fait remonter la proposition de maintenir la dérogation européenne et essayer de la reporter jusqu'en 2020 pour que les extraits de levure ou d'autolysa de levure d'origine non biologique soient possibles dans la fabrication des levures en vinification bio. Autre thématique, point d'actualité au sein de la commission vin bio qui a fait l'objet de discussions lors de la dernière réunion, c'est la production de plants de vignes biologiques. Donc si on reprend, aujourd'hui on n'a pas de production de plants de vignes en agriculture biologique en France, et pourtant si on reprend la réglementation, on est de la semence au plant jusqu'à la commercialisation du produit, on devrait avoir tout en production biologique. Donc des dérogations, comme on l'a évoqué, il y a une base semence, des dérogations sont données sur les semences, mais sur tout ce qui est reproduction végétative aujourd'hui, notamment la vigne, les plantes pérennes, il n'y a pas de dérogations qui sont demandées ni octroyées. La France est un petit peu, je dirais, en limite du règlement. Donc le comité national s'est penché sur la question déjà pour définir qu'est-ce que c'était qu'un plan de vigne biologique par rapport au règlement. Donc il considère que la plante parentale qui doit être en bio, c'est la plante qui produit le greffon. Et ce n'est pas obligatoirement le porte-greffe. Donc on se limiterait dans le secteur viticole uniquement au greffon. Donc pour être issu d'un plant bio, le greffon doit être issu d'une plante mère conduite en bio depuis au moins 2 périodes de végétation. Ou que le greffon soit élevé en AB pendant au moins 2 périodes de végétation. Donc on est toujours sur les mêmes 2 années de production. Et par contre, à partir de l'implantation donc sur le porte-greffe, une production en bio doit être totale. Problématique sur la production de plants de vigne, eh bien, on trouve 3 types de maladies qui amènent de grosses difficultés pour produire des plants de vigne en agriculture biologique et sains. Donc, qui sont les viroses, les maladies du bois et les maladies à quarantaine telles que la flavescence dorée. Donc pour les maladies du bois, à ce jour, on n'a aucun traitement homologué, que ce soit d'ailleurs en conventionnel ou en bio, on est dans la même impasse technique. Concernant les viroses, c'est un petit peu différent puisque les viroses aujourd'hui, par la sélection massale certifiée, on permet de lutter contre ces viroses-là. Or aujourd'hui, ce qui est constaté dans l'agriculture biologique, c'est plutôt une recherche d'aller vers une sélection massale qui permet de développer de la diversité, qui permet de maintenir des choses intéressantes et de développer vis-à-vis des résistances, éventuellement, de trouver des choses intéressantes. Mais par contre, le cadre réglementaire aujourd'hui sur les sélections massales ne prévoit qu'une inspection visuelle des plants, ce qui amène le risque de développer des viroses, enfin de dispersion de viroses dans la production de plants. De plus, en agriculture biologique, la fragilisation des plants par les viroses peut aussi poser une problématique, puisqu'on a des plants qui peuvent être affaiblis, et donc ça peut être aussi un élément néfaste pour la production bio. Donc la question qui se pose au sein de la commission vin bio, c'est est-ce qu'il serait souhaitable de renforcer la réglementation, donc sur la production des plants de façon générale, c'est une production européenne, je ne l'ai pas dit, mais c'est une réglementation européenne qui n'est pas dans le règlement bio.
Est-ce qu'il faudrait renforcer la réglementation en rendant obligatoire des contrôles des sélections massales comme pour les plants certifiés? Ce qui représenterait un coût, ce qui représenterait aussi, étant donné l'hétérogénéité, plus de difficultés. La troisième maladie qui pose problème, et dans la région, malheureusement, nous y sommes confrontés, et notamment dans le Vaucluse avec la production pépinière qui est assez conséquente, c'est la flavescence dorée. Donc aujourd'hui, sur les vignes mères destinées à produire les greffons ou les porte-greffes, on est rendu à 3 traitements obligatoires et qui sont possibles avec le pyrètre en agriculture biologique. Donc dans le cas des vignes mères destinées aux greffons, on n'aurait pas de souci pour produire des plants bio. Les choses se compliquent beaucoup plus dès qu'on est après greffe et qu'on se retrouve en pépinière, où là la réglementation impose que les traitements couvrent toute la période de production. Et donc on se retrouve avec des produits de synthèse, avec 6 à 7 traitements de produits de synthèse, et le pyrètre qui ne peut être utilisé que 3 fois, mais qui en plus présente une rémanence plutôt courte, ne peut pas être utilisé sur les pépinières. On a le traitement à l'eau chaude qui vient compléter éventuellement donc ces traitements, qui pourrait compléter ces traitements au pyrètre, et qui se fait en sortie de pépinière, qui présente une efficacité prouvée sur la flavescence dorée et sur des plants sains viticoles. Mais par contre, elle n'est pas aujourd'hui reconnue comme un procédé permettant donc d'être utilisé en pépinière et comptabilisé comme un traitement obligatoire. Donc la commission Vin Bio a lancé des travaux pour essayer de trouver des solutions, que ce soit techniques mais également économiques, parce que je ne l'ai pas dit, mais la production de plants bio aurait un coût aussi bien plus élevé, pour essayer de pallier cette problématique et travailler pour l'avenir où il est fort possible qu'on soit obligé d'utiliser des plants bio. Donc cette réflexion est lancée sur les plants de vigne et bon, on peut espérer que ça aboutisse dans les meilleurs délais. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la commission Vin Bio. Merci pour cet exposé qui a été très précis. Y a-t-il des questions dans la salle? Pas de questions. Alors moi je vais en poser une. Ah oui. Là vous êtes rentré dans le débat des plants. Effectivement, c'est un sujet très important pour nous. Le traitement à l'eau chaude, aujourd'hui, on lutte pour qu'il devienne obligatoire. Effectivement, c'est un problème économique, essentiellement. C'est pas un problème technique. Et les pépiniéristes sont un peu résistants à l'application de ce traitement. Mais je crois qu'il y a très peu de machines. Et là, il y aurait un réel engagement et un réel besoin de l'État pour pouvoir rendre ce traitement obligatoire et l'appliquer. Parce que le traitement au pyrètre lors des pépinières ne fait qu'éviter la propagation du phytoplasme, mais ne l'élimine pas. Donc, seule garantie qu'on peut avoir, c'est par le traitement à l'eau chaude. Donc ça, nous, on est très virulents sur ce dossier-là et on voudrait que ça soit très rapidement mis en place pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Par obligation. Aujourd'hui, nous, on peut le faire si on opte pour ça et qu'on le paye en plus comme travail complémentaire du pépiniériste. Ensuite, il faut savoir que la vigne ne produit pas avant la 3e année et qu'une conversion, c'est 3 ans. Donc, du moment où on plante la vigne et au moment où on va la récolter, de fait, elle sera bio. Puisque là, 3 ans, on ne récolte jamais en 2e année. Donc on récolte en 3e année, donc elle a eu les 3 années de purgatoire où elle a été cultivée bio dans un sol bio. Voilà, donc ça c'est quand même des paramètres, parce que bon, aujourd'hui il y a la presse, et c'est quand même important de remettre en phase par rapport à... On n'est pas sur des cultures annuelles comme le blé, où vous plantez la graine cette année, vous cultivez la farine et vous le consommez. Nous on plante des plants et vous récolterez le vin que dans 3 ans. Donc, ils seront déjà en bio. Mais effectivement, pour nous, la réponse, c'est que va faire l'INAO pour le traitement à l'eau chaude?
Ben là, aujourd'hui, la commission Vin Bio, en effet, est saisie de cette problématique. La question est remontée vers le ministère pour voir justement au niveau réglementaire quelles sont les solutions qui peuvent être apportées et comment faire évoluer les choses. Voilà. Donc Julien, la patate chaude, qu'est-ce que va faire le ministère par rapport au traitement à l'eau C'est la chaude? DGAL qui a été saisie de la question. Enfin, quand on parle de réglementation, il y a deux réglementations. Il y a la réglementation bio, donc discutée au sein de l'INAO et vue avec nous. Je suis au bureau qualité, mais on est dans la direction générale de la performance environnementale et économique des entreprises. C'est un gros acronyme, tout ça pour dire qu'on est la direction plutôt politique agricole. Et en fait, quand on parle santé des végétaux, c'est la DGAL qui est aussi la direction santé des végétaux, santé animale, vétérinaire. Non. Alimentation par contre aussi. Et du coup, sur la flavescence dorée, il y a un arrêté, je crois, national qui définit les moyens de lutte obligatoires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait valoir que le pyrètre peut être utilisé en moyen de lutte obligatoire, ce qui permet aux bio de ne pas être décertifiés dès qu'ils ont un problème de flavescence. Et c'est dans ce cadre-là que des discussions doivent être faites avec la DGL pour essayer de voir si on ne peut pas rendre obligatoire le traitement en eau chaude. Ouais, parce qu'il a été rendu possible, il est possible de le travailler pour les greffons, pour les vignes mères de greffons, il n'y a pas de souci, mais par contre en pépinière, voilà, aujourd'hui, on est dans l'impasse, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Stéphane, non, même pas. Non. Bon. Valérie? Madame Asseno? Allez. Je vous en prie. Voilà. Donc mademoiselle Bassino, qui est productrice, je vais la laisser se présenter d'ailleurs, qui est là pour apporter son témoignage par rapport à la culture biologique.